Alors bonjour à tous. Donc on m'a proposé de vous présenter aujourd'hui une communication qui s'appuie sur mes travaux de recherche. Donc l'idée c'est absolument pas de vous faire une conférence, mais c'est plutôt justement de vous présenter une application pour la formation d'un outil que j'ai développé dans le cadre de mes recherches sur la thématique des pratiques d'enseignement en didactique de la langue, mais dans une perspective de réduction des inégalités scolaires. Ce qui fait que vous allez entendre pas mal de choses qui vont se recouper avec le discours précédent, mais avec un angle d'attaque qui va être un petit peu différent. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on peut passer d'un outil qui est un outil d'observation de pratique, qui a été utilisé pour la recherche, vers des dimensions de formation sur la question plus particulièrement des gestes et des postures professionnelles. Alors très rapidement, je vais vous donner juste quelques éléments de contexte pour vous situer l'outil dont je vais vous parler, mais je ne vais pas trop détailler la dimension recherche. Donc l'outil que j'ai conçu s'inscrit dans le cadre d'un travail qui a été fait dans le projet Réalangue, qui est un projet de didactique de la grammaire auquel participent les deux intervenants que vous avez entendus tout à l'heure. L'esprit général de ce projet, c'est vraiment d'être dans une approche descriptive des pratiques actuelles de didactique de la langue et donc d'aller regarder les pratiques à la fois d'enseignement et d'apprentissage, donc du côté des enseignants et du côté des élèves, pour faire un état des lieux qui soit au plus près possible de la réalité des pratiques. Dans ce cadre-là, ce qui nous intéresse aussi, c'est de développer une posture particulière qui est une posture de recherche qui se veut compréhensive et qui n'est pas une posture, je dirais, descendante. Donc, on n'est pas forcément dans de la didactique ascendante, mais on s'intéresse aux pratiques de terrain et on s'y intéresse avec l'idée principale qui est de valoriser ce qu'on appelle les pratiques ordinaires, c'est-à-dire des pratiques qui existent aujourd'hui dans beaucoup de classes, qui sont opérantes, qui sont fonctionnelles. Donc plutôt que de critiquer ce qui ne va pas, regarder ce qui va et voir comment on peut essayer justement de l'analyser et de le diffuser. Dans ce cadre-là, j'ai mené une étude de cas dans une classe de CM2 de REP+ à Grigny et c'est à partir de ce que j'ai fait pour cette étude de cas que je vais vous proposer des applications pour la formation. Donc mon objectif, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de perspective particulière, c'est de faire de la sociodidactique et donc de s'intéresser à la grammaire, mais dans ce qu'elle peut jouer en termes d'inégalité scolaire. Dans cette recherche, je suis partie d'un champ qui est très développé, notamment en sociologie de l'éducation, mais ce qui m'intéressait, c'était un petit peu de renverser le point de vue, puisque actuellement, en sociologie de l'éducation, on a émis plein de constats sur les pratiques qui finalement augmentent les inégalités et mettent les élèves qui sont déjà en inégalité sociale dans une situation d'inégalité scolaire. Or, moi, ce qui m'intéressait, c'était de modifier justement cette posture de recherche pour plutôt regarder ce qui, au contraire, donc, en faisant un peu l'envers de ces pratiques-là, pouvait permettre justement d'augmenter cette égalité. Et donc, il s'agit aussi d'un changement de cadre théorique, puisque je m'intéresse particulièrement à l'enseignement du français, et aujourd'hui, je vais m'intéresser spécifiquement à l'étude de la langue, plutôt qu'à d'avoir une approche très sociologique. Pourquoi on s'est intéressé au CM2? Simplement, très rapidement, vous dire qu'on sait aujourd'hui que le cycle 3 est un lieu où se joue beaucoup le creusement des inégalités scolaires. Donc on a des inégalités qui sont présentes dès la maternelle, mais on sait que notamment le CM2, parce qu'il prépare l'entrée au collège et que le collège est une expérience très difficile pour certains élèves, et notamment c'est là que se joue souvent le décrochage. C'était une classe qui me semblait intéressante de regarder. Et on s'intéressait à l'étude de la langue parce que je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que la langue dans le système scolaire français a un rôle très important. Et elle joue beaucoup dans les trajectoires, notamment d'échec scolaire ou de décrochage scolaire. Donc à partir de là, ce que je me suis dit, c'est on sait qu'il y a des pratiques qui augmentent les inégalités. Si on essaye de faire le revers de ces pratiques, est-ce qu'on peut postuler des pratiques qui, au contraire, augmenteraient les chances d'égalité et donc seraient des pratiques à valoriser et à diffuser en formation? Donc à partir de là, j'ai conçu 5 postulats que je vais vous présenter et qui vont diriger ma proposition de description et d'analyse des gestes et postures. Donc le premier postulat, c'est autour de l'explicitation pédagogique, puisqu'on sait que beaucoup d'inégalités résulteraient finalement de malentendus qui sont liés à des pratiques de pédagogie peu explicites. Donc si on renverse ce paradigme, on peut se dire que les gestes et postures qui favorisent l'explicitation vont être efficaces en matière de lutte contre les inégalités scolaires, et je vous montrerai tout à l'heure comment ça s'applique particulièrement à la grammaire.
Le deuxième postulat porte plutôt sur les pratiques réflexives. Donc tout à l'heure, on vous a dit beaucoup de choses sur l'approche inductive, l'approche réflexive en grammaire. J'ajouterai ici qu'en plus d'avoir démontré leur efficacité, ces approches réflexives, elles jouent un rôle important aussi sur les inégalités scolaires parce qu'on sait que le rapport à la langue et l'aspect plus ou moins distant de ce rapport va jouer sur les chances de réussite scolaire. Donc, dans les pratiques réflexives, on va mettre notamment la grammaire inductive, donc le contraire de l'approche déductive des règles dont on vous parlait tout à l'heure, mais aussi des démarches d'auto-évaluation et tous les aspects méta sur lesquels je vais revenir. Notre troisième postulat, il porte sur l'engagement de l'enseignant, qui est un peu, si vous voulez, de la même façon, tout à l'heure, j'ai dit je renverse la question des inégalités. Là, je renverse la question du décrochage et je m'intéresse à comment on fait accrocher. Et c'est dans ce sens-là que j'utilise le terme engagement. Et donc, on postule que si l'enseignant il a une démarche qui vise vraiment à accrocher, et je vais essayer de vous montrer par quel geste ça se traduit, on va avoir une meilleure efficacité, notamment pour les élèves qui ont des risques de décrochage. Le quatrième postulat, il porte sur ce qu'on appelle les approches intégrées en didactique de la langue. Donc là, c'est notamment bien théorisé par les Québécois. Ce sont des approches qui articulent production écrite et grammaire avec vraiment une volonté d'intégration des questions de langue à des problèmes d'écriture. Et puis le cinquième postulat, il porte sur cette fois l'engagement de l'enseignant, notamment qui a été théorisé comme étant un désir d'innovation, mais aussi une culture d'équipe qui va permettre en fait de vraiment s'investir dans la classe en tant qu'enseignant et que ce soit perçu par les élèves, ce qui va favoriser l'accrochage des élèves qui sont les plus à risque. Donc voilà pour la théorie. Alors maintenant, j'en viens à la pratique. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer que tous ces postulats, on peut les traduire par des observables très factuels ou plus ou moins factuels qui sont relevables en classe et qui donc peuvent faire l'objet d'une analyse et d'une formation. Alors je vais prendre d'abord le premier postulat autour des différents gestes professionnels en termes d'explicitation pédagogique et essayer de vous expliquer ce qu'on peut observer pour cela. Donc, je me suis construit une grille d'observation où j'ai essayé de m'intéresser aux gestes professionnels qui constituent l'explicitation pédagogique. Alors là, je m'appuie notamment sur les gestes professionnels tels qu'ils sont définis par Bucheton autour de tout ce qui est architecture et pilotage. Mais sans rentrer dans la théorie didactique, on peut déjà observer si oui ou non l'enseignant annonce son programme et selon quelle modalité il le fait. À l'oral, à l'écrit, s'il formule de manière explicite les objectifs des différentes activités pendant la séance, et si oui, toujours de la même façon, est-ce que c'est écrit, est-ce que c'est oral ou est-ce que c'est sous-entendu? Et puis, est-ce que les tâches sont calibrées, c'est-à-dire est-ce que l'élève sait exactement combien de temps il va passer sur chaque tâche et pourquoi faire? Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut observer dans une pratique enseignante et qui constituent des gestes d'explicitation pédagogique. On peut aller un peu plus loin et regarder ce qui se passe au niveau de la passation de consignes, donc notamment voir à quel point la tâche est découpée ou pas en micro-tâches et est-ce que ces micro-tâches ont chacune leur propre consigne et puis est-ce qu'il y a une vraie correspondance entre la consigne et ce qu'on veut que l'élève tire de la tâche. Donc on peut faire tout ça juste avec une montre et on chronomètre les durées de passation et ça nous donne déjà une bonne idée de ce qui se passe dans la classe. Et puis après, on peut aller plus dans le qualitatif et regarder si ça se fait à l'oral, si ça se fait en individuel, si ça se fait en groupe, ce qui va nous donner des indices du degré d'effort que l'enseignant met dans cette explicitation. Alors pour vous donner un exemple de résultat, donc sur notre étude de cas à Grigny, où on avait une enseignante assez expérimentée qui a des gestes professionnels qui sont très intéressants à valoriser, je trouve, on a ici un camembert donc, qui nous montre la répartition de son temps de classe sur la séance que j'ai analysée, une séance complète de français. Alors là, on voit déjà qu'il y a très peu de temps qui n'est pas consacré à des interactions didactiques, donc elle est très efficace dans sa gestion du temps. Et on voit aussi qu'il y a 11,11% de son temps de classe où elle fait ces fameuses actions de pilotage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc déjà, ça peut être une bonne façon d'envoyer un retour aux enseignants sur la réalité de leurs gestes d'explicitation et la réalité de leur gestion du temps de classe. Alors maintenant, c'est bien de voir s'il y a des gestes qui visent l'explicitation, mais c'est encore mieux de voir s'ils sont efficaces. Alors pour regarder cette efficacité, je me suis appuyée sur le bilan des savoirs des élèves. Et là, pareil, on peut très rapidement faire remplir aux élèves un petit tableau où on leur demande de formuler un objet d'apprentissage. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? On essaye de voir si cet objet d'apprentissage il est ancré dans la discipline français, puisque la conscience disciplinaire joue un rôle important dans la réussite scolaire. Et on sait qu'en primaire, c'est très compliqué et que le CM2, c'est un endroit où ça va se jouer parce qu'au collège, normalement, la conscience disciplinaire devrait commencer
à s'installer. Et on va pouvoir donc à partir de ça mesurer des écarts entre ce que voulait faire l'enseignant ou ce que pensait faire l'enseignant et ce qu'ont compris les élèves, ce qui nous amène donc à mesurer d'éventuels malentendus pédagogiques qui seraient signes d'une inefficacité des gestes d'explicitation. Alors j'en viens maintenant au second postulat, donc comment on peut voir dans une salle de classe qu'un enseignant met en place une pratique réflexive, notamment en grammaire inductive. Donc là je vais m'appuyer sur la séance de grammaire inductive que j'ai observée et analysée. Il y a pas mal d'observables pour voir s'il y a de la réflexivité quand on fait de la grammaire, des choses que vous savez déjà, mais tout simplement relever les occurrences de métalangage. Alors, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle métalangage, mais bon, déjà, si on regarde la terminologie grammaticale, on se fait une petite idée. Mais il ne suffit pas qu'il y ait du métalangage pour que ce soit réflexif. Pour que ce soit réflexif, il faut que les émetteurs de ce métalangage soient les élèves eux-mêmes et pas l'enseignante, ou en tout cas pas seulement l'enseignante. On peut regarder aussi à quel point les élèves sont investis dans ce qu'on appelle le discours disciplinaire, c'est-à-dire à quel point ils tiennent un discours qui est propre ou à la grammaire ou au français, dans l'idéal les deux. Et là, souvent, justement, on va commencer à voir que l'aspect discipline français est plus porté par l'enseignant que par les élèves. On va regarder aussi, au-delà des aspects grammaticaux, la part de métacognition, puisqu'on peut effectivement faire très peu de métalangage, mais faire verbaliser les élèves sur leur processus. Comment tu as fait pour classer, comment tu décides de classer. Et ça, c'est de la réflexivité, même si ce n'est pas axé sur la grammaire. On va regarder aussi la proportion de la parole enseignant et de la parole élève, notamment quand on est sur une approche inductive. Je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'une approche inductive se fait en plusieurs phases. Donc ça commence par de la mise en recherche et puis théoriquement, ça se termine par l'institutionnalisation. Entre les deux, à un moment, on fait une mise en commun. Ce qui est intéressant de regarder, c'est à quel moment les élèves prennent la parole. Souvent, ils sont investis pendant la mise en recherche et la mise en commun, mais pas pendant l'institutionnalisation, qui est pourtant l'endroit où va se fixer le savoir et l'endroit où va se jouer le plus de réflexivité. Donc on peut essayer de travailler ça aussi avec les enseignants. Et puis on peut essayer de travailler aussi l'équilibre entre ces différentes phases, puisque vous savez vous-même, souvent quand on va dans les classes, comme l'institutionnalisation vient en dernier et qu'on manque de temps, c'est la phase qu'on escamote. Donc c'est la réflexivité qui se perd. Et puis quand on est sur la mise en recherche, c'est toujours intéressant aussi d'observer à quel point les élèves sont amenés ou pas à faire des manipulations syntaxiques, parce que souvent, en fait, dans la phase de mise en recherche, on leur demande de trier ou de classer, mais on ne leur propose pas forcément de faire de la substitution, du déplacement, de l'ajout, de la suppression, toutes ces opérations qui les rendraient grammaticalement compétents. Donc voilà, pour la part de réflexivité, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut observer de manière concrète dans une salle de classe. Alors j'en viens donc au troisième postulat sur la question de l'engagement. Et là, je vais m'appuyer sur une théorie qui est la théorie de l'engagement disciplinaire productif. Je ne vous embête pas avec les références parce que je vous les ai toutes envoyées dans un document à part, donc vous pourrez consulter la bibliographie à un autre moment. Alors comment on peut essayer en tant qu'enseignant d'engager ses élèves dans l'activité, notamment dans l'activité de grammaire? Donc, si je m'appuie sur la théorie de l'engagement disciplinaire productif, il y a un certain nombre d'indicateurs. Ici, j'en ai choisi 4. La question de la part d'autonomie de l'élève, qui encore une fois peut déjà, de manière concrète, se quantifier avec une montre combien de temps les élèves travaillent concrètement en autonomie sur la séance de grammaire. Mais encore une fois, il ne suffit pas de regarder le temps. Après, il faut aller dans quelque chose d'un peu plus fin du point de vue qualitatif. Et là, on peut regarder aussi, au-delà de la part d'autonomie, la part de responsabilité. À quel point l'élève est responsable de produire le discours, de donner des résultats, de faire du français. Le second item, il va porter justement sur le discours disciplinaire. Et donc, on va regarder à quel point l'élève est confronté à un moment au fait de faire concrètement du français, faire concrètement de la grammaire. Donc, on disait tout à l'heure, des fois, ils savent que c'est grammaire parce que c'est écrit G. Et on pourrait dire aussi, des fois, ils ne sont même pas sûrs que c'est du français. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec eux. Qu'est-ce que c'est faire du français? Comment tu sais que là, tu es en train de faire du français? Et quel discours on attend de toi quand tu fais du français? Un autre item qu'on va regarder, c'est la variété des ressources, puisque souvent, dans les phases de mise en recherche, on donne un corpus à l'élève et c'est tout. On ne lui donne pas nécessairement plusieurs outils qu'il va pouvoir mobiliser et qui vont le rendre responsable de produire quelque chose en grammaire. Et puis un quatrième item va concerner le climat de classe. Alors là, je pense qu'il n'y a pas besoin de recherche, mais le bon sens suffit à le dire, même si la recherche l'a dit aussi. Un climat de classe bienveillant, nécessairement, va favoriser la collaboration et va favoriser
les apprentissages pour tous, donc réduire les inégalités. Et là, on peut avoir des indicateurs assez simples en termes d'observation. Au niveau des échanges avec l'enseignant ou des échanges entre élèves, quelle est la nature de ces échanges? Est-ce qu'on est sur injonction-exécution, donc je te dis de faire et tu fais? Est-ce qu'on est sur questions-réponses, donc l'élève pose des questions et l'enseignant a les réponses? Ou est-ce qu'on est sur des tours de parole qui ressemblent à une vraie discussion où donc l'élève peut aussi avoir sa forme d'expertise? Et puis est-ce qu'on est aussi sur beaucoup d'interventions qui sont plus consacrées finalement à la gestion de classe qu'à la grammaire? Et tout ça, ça va nous permettre d'observer l'engagement qui est proposé aux élèves par la scénarisation que fait l'enseignant. Donc j'en viens à mon quatrième item qui porte, comme je disais tout à l'heure, sur ce qu'on appelle les approches intégrées, c'est-à-dire les approches qui mettent vraiment en relation de manière intégrative la production écrite notamment, ça peut être aussi la compréhension mais c'est essentiellement la production, et la grammaire, donc dans une approche qui est plutôt une approche liée aux compétences discursives comme on le disait tout à l'heure. Alors là, en termes d'observables, on peut regarder des choses assez simples aussi sur une séance de français. Là, en l'occurrence, on avait la chance que l'enseignante, elle ait fait du vocabulaire, de la grammaire, de la production. Donc, on avait plein de sous-domaines différents travaillés sur la même séance. Et on peut regarder sur un temps de classe la proportion d'études de la langue, la proportion de production écrite, la proportion éventuellement de compréhension écrite, pour voir déjà quelle part et quelle place est laissée à chacun. Ça va nous permettre de mettre en avant un élément qu'on a déjà dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, les enseignants aujourd'hui passent beaucoup de temps à faire de l'étude de la langue au détriment d'autres dimensions qui pourtant pourraient nourrir l'étude de la langue. On va regarder aussi les supports qui sont choisis pour la production écrite et la compréhension écrite. Le plus souvent, ils sont choisis non pas en fonction de leur intérêt propre, donc on n'est pas sur un texte qui va être un texte qui va être riche pour les élèves, par exemple, ou qui va présenter beaucoup de diversité en termes de genre textuel, mais on va être sur un texte qui a une visée orthographique et qui donc est là pour présenter un enjeu orthographique. Et même souvent, on n'est pas sur du texte, on est plutôt sur de la phrase. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc vraiment, travailler le texte pour le texte. Est-ce que les supports permettent de faire ça? Et puis, regardez aussi l'échelle de traitement. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure aussi, il faut réfléchir à l'échelle de traitement qu'on soumet aux élèves. Et souvent, quand on va observer les salles de classe, on est plus sur un travail qui se fait à l'échelle de la grammaire de phrases, voire même des fois juste des groupes nominaux qu'on donne à trier aux enfants, plutôt qu'avoir un travail qui se fait à l'échelle du texte. Or, si on veut avoir une approche intégrée, il faut travailler à l'échelle du texte. Et puis, on va pouvoir regarder aussi la variété des fonctions de l'écrit sur une séance. Et notamment, beaucoup de recherches montrent que souvent, dans les salles de classe, l'écrit il a une fonction de captation, donc il est là pour garder l'oral. Et par contre, des fonctions comme la fonction réflexive, qui pourtant, de fait, développerait la réflexivité qui est aussi nécessaire à la grammaire, sont moins présentes dans les textes qui sont soumis et à la production et à la compréhension des élèves. Donc, c'est peut-être quelque chose à retravailler aussi pour aider à cette intégration. Et donc là, je vous montre un petit peu comment on peut observer ça dans une classe. Donc on peut simplement déjà, toujours pareil, on prend une montre ou un chronomètre et on regarde le temps que l'élève passe à lire, le temps que l'élève passe à écrire et les fonctions de l'écrit qui sont mobilisées. Ça va nous permettre de voir un petit peu quelle est la vraie place de l'écrit dans la séance. Alors je vous donne un exemple de résultat, toujours à partir de notre étude de cas, ça m'a beaucoup intéressée. On est donc avec une enseignante qui a des gestes professionnels et une posture très assurée pour la réduction des inégalités scolaires. Pour autant, sur cet item-là d'intégration, on peut dire que ça pêche un peu, puisque les types d'écrits qui sont proposés, c'est essentiellement copie, dictée, donc des écrits qui ont plutôt une visée en fait orthographique. Et les phrases qui sont produites, elles sont produites dans le cadre d'une activité de vocabulaire. Mais ce qu'on produit, c'est des phrases, pas des textes, en CM2. Et puis sur la lecture, les élèves ils regardent des articles de dictionnaire et ils regardent des corpus de grammaire. Donc c'est vraiment ce qui est apporté à l'élève en lecture, c'est pour la grammaire, c'est pas pour la lecture. Et donc on a un temps de production écrite de 15 minutes sur la séance observée, de 15 minutes, oui, qui est consacré à un objectif de vocabulaire, du réemploi d'un nouveau mot en fait. Et puis on a 6 minutes qui sont consacrées en fait à la dictée, où là l'élève produit, mais dans une activité d'orthographe. Donc là on est vraiment dans un cas qui est assez prototypique, je pense, de ce qui se passe actuellement dans beaucoup de classes, c'est-à-dire que la production écrite est un prétexte pour faire de l'étude de la langue, mais n'est pas un objet d'enseignement en soi, en tout cas sur la séance qu'on observe à ce moment-là.
Alors j'en viens donc à mon 5e postulat qui porte cette fois sur l'engagement de l'enseignant, et c'est là qu'on va un peu sortir des gestes professionnels pour s'intéresser à la question des postures. Et nécessairement, quand on est dans la posture, on est sur des choses qui sont un peu moins observables ou en tout cas un peu moins objectivables. Donc je vais essayer de quand même revenir sur ces éléments-là qui me semblent importants. Donc, il me semble important de préciser aujourd'hui que pour être dans une posture qui est une posture engageante en didactique de la langue, il faut nécessairement que l'enseignant ait des représentations de l'étude de la langue qui sont favorables. Parce qu'on ne peut pas demander tous les changements dont parlaient tout à l'heure mes collègues tant que les représentations des enseignants ne bougent pas. Il faut aussi que l'enseignant, dans le cadre de la lutte contre les inégalités scolaires, ait une certaine représentation de ses élèves. On sait qu'il y a un effet Pygmalion qui joue beaucoup. On a souvent parlé, par exemple, d'effet pervers de la REP+. Donc, si on se représente l'élève comme n'étant pas capable, nécessairement, ça va jouer. Et là, on l'a vu notamment avec notre enseignante de Grigny, qui avait des représentations très positives de la capacité de ses élèves et des représentations très favorable à une approche réflexive de l'étude de la langue qui nécessairement jouait positivement sur sa posture. On a vu aussi que notre enseignante, elle accordait beaucoup d'importance à l'engagement affectif des élèves. Or, on sait que justement sur les élèves qui vont avoir un rapport difficile au savoir ou à l'école, ils ont tendance à surinvestir le volet affectif. C'est-à-dire que l'engagement a 3 dimensions, affectif, cognitif et comportemental. Et les élèves qui souvent sont le plus en difficulté ou en tout cas ont le plus de facteurs de risque du point de vue socio-didactique sont dans des rapports très affectifs en fait au savoir. Donc l'enseignante a conscience de ça, en tout cas dans la classe dans laquelle nous sommes allés, et elle joue sur cet affectif pour engager les élèves. Et ce qui est intéressant, c'est que les élèves nous disent dans un questionnaire qu'ils perçoivent cet engagement de l'enseignante à leur égard et qu'ils y voient quelque chose de positif et d'engageant. Donc tout ça, à mon avis, c'est des éléments que je ne peux pas quantifier avec ma montre quand je vais en salle de classe, mais qui joue beaucoup. Le bagage didactique de l'enseignant aussi nécessairement va jouer, et c'est pour ça qu'il y a un rôle important dans la formation, puisque l'enseignante qu'on a interrogée, dans les questionnaires, elle utilisait beaucoup de terminologie didactique et elle se référait beaucoup à la recherche, et je pense que ça jouait forcément sur sa posture en fait, et son efficacité, nécessairement. Et puis, elle s'appuie sur des revues d'interface ou des revues de recherche pour proposer des choses innovantes dans sa classe. Et on s'aperçoit en faisant l'enquête au sein de l'établissement qu'ils sont plusieurs enseignants à partager cette culture. Et il me semble qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de la culture d'équipe. Parce que innover tout seul, en fait, c'est difficile. Innover dans son coin, innover sans reconnaissance, c'est difficile. Alors j'en viens maintenant à la question justement des perspectives pour vous en termes de formation. Que faire de tout ce que je viens de vous raconter sur les gestes et les postures? Il me semble qu'il ressort de mes 5 postulats et en tout cas de leur application dans cette étude de cas qu'il y en a déjà au moins 4 qui sont présents actuellement dans les pratiques de certains enseignants. Donc la pédagogie explicite et les gestes qui permettent cette explicitation dont je vous ai donné des descripteurs. Les pratiques réflexives, dont je vous ai également donné des descripteurs en termes de gestes professionnels. Les pratiques engageantes, dont j'ai donné quelques items d'évaluation aussi. Et puis le désir d'innovation et l'engagement enseignant qui sont nécessairement présents parce que pour faire ce métier aujourd'hui, il faut être engagé, ça c'est certain. Donc ces pratiques-là, elles existent et à mon avis, on gagnerait à les valoriser pour avoir un essaimage, donc une forme de formation entre pairs. Donc il ne s'agit pas de réinventer de manière verticale les choses, mais de proposer un partage de pratiques qui valorise les pratiques qui fonctionnent. Et puis il reste des choses à travailler, et notamment en termes de posture. Donc la question de la posture engageante et engagée, il me semble qu'elle passe nécessairement par un travail sur les représentations de l'étude de la langue et des élèves. Et donc on ne peut pas directement demander un changement de pratique sans travailler déjà sur le rapport que les enseignants ont eux-mêmes à l'objet didactique en question, à savoir ici la grammaire. Par exemple, s'ils ont des habitudes en tant qu'élèves qui sont très déductives, même si vous leur dites 200 fois de faire de l'inductif, ça ne va pas marcher si on ne prend pas en compte cette représentation initiale. Il faut travailler aussi sur l'intégration de l'étude de la langue à la production écrite, parce qu'on a vu vraiment que ça pêchait. Et ça passe sans doute, et là c'est un peu mon point de vue militant, par le fait de réduire un petit peu notre focale orthographique quand on fait l'étude de la langue. Parce que quand on est dans une approche de l'objet qui vise simplement, ou simplement, c'est pas si simple, qui vise la justesse orthographique,
Le problème, c'est qu'on aborde souvent les choses par de la grammaire de phrase, puisque la grammaire de phrase permet de travailler les classes et les fonctions, ou notamment de la grammaire des fois qui est carrément juste à l'échelle du mot, et qui ne permet pas donc de contextualiser et d'être dans une approche discursive. Nécessairement, si on veut mieux intégrer, il va falloir faire plus de grammaire de texte, moins de grammaire de phrase, et donc penser certains objets, comme l'adjectif, dans l'intérêt qu'ils ont sur le plan discursif, plutôt que dans la préoccupation sur les règles d'accord. L'un n'empêche pas l'autre, évidemment, mais il faut modifier peut-être cette proportion dans notre approche. Et puis, ça veut dire qu'il y a des prises de conscience à faire, puisque quand on parle de changer ces représentations, ça veut dire que les enseignants doivent prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et à mon avis, ça c'est possible par une démarche d'observation croisée, notamment en utilisant les observables que je viens de vous présenter, qui peuvent permettre justement de croiser des observations sur des pratiques et d'identifier dans les pratiques des uns et des autres les gestes et les postures qui sont présentes et ceux qui sont moins présents et qui seraient peut-être à travailler. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'ai assez hâte de découvrir vos réactions dans le chat.